Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier. Avant de plonger au cœur de ce récit, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Votre présence est précieuse. L'histoire qui va suivre n'est pas née de l'imagination, mais a été patiemment reconstituée à partir de fragments oubliés, de documents scellés par le temps et de témoignages murmurés à travers les générations. Nous allons explorer comment les secrets les plus profonds ne reposent pas toujours dans des archives officielles, mais parfois derrière les murs de nos propres maisons, dans des coffres forts dont la véritable richesse n'est pas l'or ou les bijoux, mais une vérité capable de redéfinir l'héritage d'une famille entière. Un héritage qui attendait simplement le bon artisan pour forcer la serrure de l'oubli et affronter ce qui se cachait dans l'ombre. Au cœur de Lyon, dans le quartier historique de la Croix-Rousse, où les traboules murmurent encore les échos de la Résistance, vit Julien, un artisan serrurier d'une trentaine d'années. Son atelier, modeste, est un sanctuaire dédié aux mécanismes anciens, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Julien peine à joindre les deux bouts, mais sa passion pour son métier est intacte. Il ne voit pas des serrures, mais des énigmes de laiton et d'acier, chacune gardant sa propre histoire. Il a été élevé dans le culte de son grand-père, Antoine, un homme qu'il a à peine connu, mais dont le portrait familial a été maintes fois brossé, celui d'un survivant discret de la guerre, un pilier de droiture qui avait tout perdu et tout reconstruit par la seule force de son travail. Cette image d'un homme simple et honorable, transmise par sa grand-mère aujourd'hui décédée, est le fondement de l'identité de Julien. Un jour, une opportunité se présente, à la fois banale et singulière. Les nouveaux propriétaires d'un vieil appartement bourgeois, près de la place des Terreaux, en pleine rénovation, le contactent pour une mission délicate. Ouvrir un coffre-fort de marque Fichet, encastré dans un mur et dont la clé a été perdue depuis plus de 70 ans. Pour Julien, c'est plus qu'un contrat, c'est un défi technique fascinant, un dialogue silencieux avec un confrère d'une autre époque. Pendant des heures, dans la poussière du chantier, il écoute les soupirs du métal, manipulant ses outils avec une patience d'horloger. Chaque clic des gorges, chaque résistance du mécanisme semble le rapprocher d'un passé figé, scellé juste après les heures les plus sombres de l'histoire de la ville. Il ignore encore que ce n'est pas seulement une porte d'acier qu'il s'apprête à ouvrir, mais une brèche dans la mémoire de sa propre lignée. Finalement, la lourde porte cède dans un grincement sourd, révélant une cavité sombre qui exhale une odeur de papier et de temps révolu. À l'intérieur, nulle fortune en pierreries, mais une liasse de billets de banque de l'époque, une somme considérable qui contredit violemment la légende d'un grand-père ayant tout perdu. À côté, un petit carnet de cuir noir, usé par les ans, et une photographie jaunie qui fait basculer Julien dans l'incompréhension. L'homme sur le cliché est bien son grand-père, Antoine, mais il n'est pas en bleu de travail. Il porte un costume élégant, le regard dur, aux côtés d'inconnus à l'allure sévère, loin de l'image du modeste survivant. Comment cet homme, que l'on disait ruiné par le conflit, pouvait-il posséder un tel trésor? Et surtout, pourquoi l'avoir caché avec un soin si méticuleux, comme s'il s'agissait du prix d'un terrible secret? Nous sommes à Lyon en 2024, une métropole vibrante où le futur se dessine le long des quais réaménagés du Rhône et de la Saône. Pourtant, sous le vernis de la modernité, la ville conserve une mémoire dense, presque palpable, inscrite dans la pierre ocre de ses façades. Chaque ruelle pavée, chaque place ombragée semble être un dépositaire silencieux des drames et des secrets qui ont façonné son histoire. Pour comprendre le mystère qui entoure Antoine, il faut d'abord apprendre à écouter cette ville, à déchiffrer les récits superposés que ses murs racontent. Lyon n'est pas simplement un décor, c'est un labyrinthe de souvenirs, un personnage à part entière dont le passé tumultueux, notamment durant les années sombres de l'occupation et de la libération, continue d'influencer le présent. C'est dans cette atmosphère chargée de échos que la quête de Julien prend racine. Une enquête qui le forcera à naviguer entre les vérités officielles et les non-dits enfouis.
Le quartier de la Croix-Rousse, où Julien a installé son modeste atelier, est un microcosme de cette dualité lyonnaise. Surnommée « la colline qui travaille », elle fut le cœur battant de l'industrie de la soie, avec ses immeubles de canute conçus pour abriter d'immenses métiers à tisser. Ses pentes abruptes sont percées d'un réseau de passages secrets, les fameuses traboules qui permirent aux ouvriers de transporter leurs précieuses étoffes à l'abri des intempéries. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces mêmes passages devinrent les artères clandestines de la résistance, des voies discrètes pour les combattants de l'ombre. Aujourd'hui encore, s'aventurer dans une traboule, c'est ressentir le poids de ce passé. L'air y est plus frais, les sons sont étouffés, et l'on a l'impression de pénétrer dans une dimension où le temps s'est figé. Un sanctuaire de la clandestinité et du courage. L'histoire d'Antoine prend sa source dans la période la plus trouble et la plus complexe de l'histoire lyonnaise, l'immédiat après-guerre. La libération, en septembre 1944, n'apporta pas seulement la joie, mais aussi une ère de suspicion et de règlement de compte connue sous le nom de épuration. Une lecture des éditions du journal Le Progrès de l'année 1945 révèle une société fracturée, hantée par les fantômes de la collaboration. Les dénonciations, qu'elles soient justifiées ou motivées par la jalousie, étaient monnaie courante. Des fortunes se sont bâties sur les ruines d'autres et des réputations ont été méticuleusement construites pour dissimuler un passé compromettant. Dans ce climat délétère, le silence devint une stratégie de survie. Pour beaucoup, comme peut-être pour Antoine, il était plus prudent de tirer un voile épais sur les années de guerre, quitte à réécrire entièrement sa propre histoire. Les archives départementales du Rhône, conservées dans le quartier de la Part-Dieu, regorgent de documents qui témoignent de cette période de chaos moral. En consultant les registres de l'époque, on découvre des milliers de dossiers d'enquête sur des faits de collaboration, des procès-verbaux d'interrogatoire, des inventaires de biens saisis appartenant à des familles déportées. Ces liasses de papier jauni, à l'écriture parfois fébrile, racontent des histoires de trahison, mais aussi d'arrangements silencieux et de zones grises. Un acte notarié datant de 1946 peut dissimuler une spoliation, une attestation de bonne conduite peut être un faux forgé pour échapper à la justice. C'est dans ce dédale administratif que la vérité et le mensonge s'entremêlent, rendant toute reconstitution historique extraordinairement délicate. Chaque document est une pièce d'un puzzle immense, dont de nombreux morceaux resteront à jamais manquants. L'appartement où le coffre-fort a été découvert se situe près de la place des Terreaux, un secteur au caractère résolument plus bourgeois que la Croix-Rousse. Ici, les immeubles haussmanniens imposent leur élégance et leur symétrie, avec leurs balcons en fer forgé et leurs vastes halls d'entrée en marbre. Mais derrière cette façade opulente, les murs froids gardent la mémoire d'autres vies. Pendant la guerre, nombre de ces grands appartements furent réquisitionnés par l'occupant allemand ou par la milice française. D'autres furent abandonnés dans la précipitation par des familles juives tentant d'échapper aux rafles. En traversant aujourd'hui ces cours intérieures silencieuses, on ne peut s'empêcher d'imaginer les chuchotements, les peurs et les décisions déchirantes qui s'y sont jouées. Chaque porte cochère, chaque cage d'escalier monumentale semble encore imprégnée de ces destins brisés. Lyon portait durant le conflit le titre paradoxal de « capitale de la résistance », tout en abritant le siège de la Gestapo dirigé par le tristement célèbre Klaus Barbie. Cette coexistence du meilleur et du pire a engendré une atmosphère unique, un terreau fertile pour les histoires d'héroïsme anonyme comme pour les trahisons les plus abjectes. La ligne de démarcation entre le bien et le mal, N, n'était pas toujours claire. Un individu pouvait être perçu comme un collaborateur par ses voisins tout en agissant secrètement pour un réseau de sauvetage. Les identités étaient fluides, les allégeances complexes et le danger omniprésent. C'est dans ce paysage moral ambigu qu'un homme comme Antoine a dû naviguer, où chaque choix pouvait signifier la vie ou la mort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il croisait.
Ainsi, le mystère du coffre-fort d'Antoine n'est pas seulement une énigme familiale, il est le reflet d'une ville entière et de son histoire tourmentée. Les secrets de Lyon ne sont pas enterrés sous terre, mais scellés dans les murs, cachés à la vue de tous, dans l'entrelacs des traboules ou derrière la majesté froide d'une façade bourgeoise. Pour Julien, comprendre son grand-père revient à exhumer une archéologie de la mémoire collective, à décrypter les cicatrices invisibles laissées par la guerre sur le visage de la cité. Chaque indice qu'il découvrira ne sera qu'un fragment de cette fresque complexe. Mais comment assembler un portrait fidèle quand les témoins se sont tus et que la ville elle-même semble préférer garder ses fantômes pour elle? Julien est, aux yeux du quartier de la Croix-Rousse, un homme sans histoire et presque anachronique. Son atelier de serrurerie est un havre de paix, une enclave hors du temps où l'odeur de l'huile et du métal froid domine. Les voisins le décrivent comme un garçon discret, poli, dont les mains, bien que souvent tachées de cambouis, possèdent une délicatesse rare. Il est l'artisan que l'on appelle pour les serrures anciennes, celles que les chaînes de dépannage rapide refusent de toucher. Sa réputation s'est bâtie sur cette patience et ce respect pour le passé, une façade publique d'homme simple, passionné par son métier, vivant modestement et sans faire de vagues. Personne ne soupçonne la tempête qui commence à gronder en lui, car Julien a toujours été un homme de mécanisme, pas de secret. Il répare ce qui est cassé, il ouvre ce qui est fermé, mais il n'avait jamais eu à affronter l'idée qu'une porte puisse cacher quelque chose, qu'il vaudrait mieux ne jamais découvrir. Le socle de l'identité de Julien repose entièrement sur la figure de son grand-père, Antoine. Ce dernier, décédé alors que Julien N n'était qu'un enfant, lui a été dépeint par sa grand-mère comme une icône de la résilience d'après-guerre. L'histoire familiale, répétée comme un mantra, était simple. Antoine, un ouvrier honnête, avait tout perdu durant le conflit, mais avait reconstruit sa vie à la force de ses poignets, sans jamais se plaindre. Il était le symbole du survivant digne, un homme qui avait traversé les ténèbres pour offrir un avenir à sa famille. Ce portrait, presque hagiographique, est devenu pour Julien une sorte de boussole morale, un héritage immatériel bien plus précieux que n'importe quel bien. Antoine représentait la droiture, le travail acharné et le silence humble de ceux qui ont trop vu. C'est cette image de Épinal, ce mythe fondateur, qui est sur le point de se fissurer sous le poids d'une vérité métallique. En privé, loin du regard des clients et des voisins, Julien est un homme solitaire. Sa passion pour les serrures est presque une forme de méditation, une façon de mettre de l'ordre dans un monde qu'il sent chaotique. Chaque mécanisme est un puzzle logique, avec ses règles et sa solution. Il y trouve un réconfort que les relations humaines peinent à lui offrir. Orphelin, élevé par une grand-mère aimante, mais elle-même prisonnière de ses souvenirs, il a appris à se réfugier dans le tangible, dans la certitude de l'acier et du laiton. Il n'a jamais cherché à creuser le passé familial, acceptant le récit qu'on lui avait transmis comme une vérité immuable. Cette routine tranquille, rythmée par le cliquetis des outils, est la première chose que le secret du coffre-fort vient briser. La logique implacable du métal a cédé la place à l'ambiguïté dévorante d'un secret humain. De retour dans son atelier, la nuit tombée, Julien a disposé les objets trouvés sur son établi, à la place des cylindres et des goupilles qui constituent son quotidien. La liasse de billets, le carnet de cuir et la photographie jaunie semblent irréels sous la lumière crue de la lampe de travail. Ces reliques d'un passé inconnu profanent son sanctuaire. Il les touche avec une précaution mêlée de répulsion, comme s'il pouvait le contaminer. L'artisan méticuleux a laissé place à un homme désemparé, confronté à des pièces qui ne s'assemblent pas. Le portrait de son grand-père, accroché au mur, semble le regarder avec un air de défi. Pour la première fois de sa vie, Julien ne voit pas une solution, mais une énigme dont chaque élément contredit l'autre, une serrure dont la combinaison est cachée dans les méandres de la mémoire et du mensonge. Son attention se porte d'abord sur l'argent. Ce ne sont pas quelques billets, mais une somme considérable, capable de changer une vie, surtout celle d'un homme prétendument ruiné.
Il en prend une liasse entre ses doigts, sentant la texture rêche du papier ancien, reconnaissant le filigrane de la Banque de France de l'époque. Ces billets racontent une histoire de richesse, de pouvoir ou, à tout le moins, de transactions importantes. Ils sont la preuve matérielle que le récit de la pauvreté d'Antoine était, au mieux, une simplification, au pire, un mensonge délibéré. D'où provenait cette fortune? Était-ce le fruit de économies cachées, d'un héritage inattendu ou quelque chose de bien plus sombre? L'argent, silencieux et inerte, pose la première question fondamentale. Celle qui ébranle la pierre angulaire de la légende familiale. Si son grand-père N était pas pauvre, alors qui était-il? Puis vient la photographie, peut-être le élément le plus déstabilisant. Julien la scrute à la loupe, comme il le ferait pour un mécanisme complexe. L'homme qui le fixe n'a rien du modeste ouvrier de ses souvenirs. Vêtu d'un costume 3 pièces impeccable, le regard dur, la posture droite, Antoine semble appartenir à un autre monde. Il est entouré de 3 autres hommes, au visage fermé et à l'allure sévère, qui ne ressemblent ni à des amis de quartier, ni à des collègues d'usine. Il pose devant une voiture de luxe, un modèle rare pour l'époque. La scène respire l'autorité, voire une certaine arrogance. Cette image est une dissonance cognitive violente. Elle ne colle pas avec l'homme qui, selon sa grand-mère, rentrait chaque soir, les mains abîmées par le travail. Qui étaient ces inconnus? Et quelle était la nature de leur relation avec cet Antoine qu'ils ne reconnaissaient pas? Le carnet de cuir noir est le dernier objet. Julien l'ouvre avec une appréhension grandissante. Les premières pages contiennent des listes de chiffres, des calculs qui pourraient être des comptes commerciaux. Mais rapidement, la nature des inscriptions change. Elle, écriture, d'abord soignée, devient plus hâtive, presque fébrile. Des phrases courtes, sans contexte apparent. On parsème les pages. La dette doit être payée. Le silence est la seule protection. Puis, un nom ou peut-être un surnom revient à plusieurs reprises, griffonné dans la marge. Le corbeau. Le mot est souligné comme s'il désignait une menace ou une clé. Ce carnet n'est pas un simple livre de comptes. Il ressemble davantage au journal d'un homme pris au piège, un registre cryptique de ses peurs et de ses obligations. Pour la première fois, Julien entend la voix de son grand-père, mais c'est celle d'un étranger tourmenté. La découverte a déjà commencé à altérer le comportement de Julien. L'artisan calme et méthodique est devenu fiévreux, obsessionnel. Il délaisse les commandes urgentes, laissant les appels de ses clients sans réponse. Son atelier, autrefois ouvert sur la rue, est désormais un lieu de réclusion, les volets souvent tirés en pleine journée. Le sommeil le fuit, et il passe ses nuits à relire le carnet, à chercher sur Internet des informations sur les visages de la photo, à comparer les numéros de série des billets avec des archives numérisées. Une dualité s'installe en lui. Le jour, il tente de maintenir une façade de normalité, répondant d'une voix lasse aux quelques voisins qui s'inquiètent de son silence. La nuit, il se transforme en enquêteur clandestin, plongeant corps et âme dans un passé qui n'est pas le sien, mais qui menace de redéfinir tout ce qu'il est. Cette quête n'est plus un choix, mais une nécessité impérieuse. L'image idéalisée de son grand-père s'est brisée, laissant place à un vide angoissant qu'il doit combler. Il ne s'agit plus seulement de comprendre un secret de famille, mais de se réconcilier avec sa propre histoire, de savoir sur quelle fondation, solide ou fangeuse, sa vie a été construite. Julien sent qu'il est au seuil d'un labyrinthe mémoriel, dont les murs ont été érigés par des décennies de silence. Il doit y entrer, même s'il craint ce qu'il pourrait y trouver. Refermer le coffre-fort n'est plus une option. La vérité, quelle qu'elle soit, est désormais la seule clé capable de lui rendre sa propre paix. Qui était véritablement Antoine, et quel était le prix du silence qu'il avait scellé dans les profondeurs de ce coffre? L'appel qui allait fracturer la chronologie intime de Julien parvint par une matinée grise. Presque anonyme, C était une proposition de travail comme il en recevait parfois, mais chargée d'une aura particulière.
Les nouveaux propriétaires d'un appartement bourgeois près de la place des terreaux, en pleine réfection, avaient buté sur un obstacle de fer et de mystère, un coffre-fort fichet, modèle ancien, scellé dans un mur depuis une époque que personne ne pouvait dater avec certitude. La clé était une relique perdue, un fantôme de métal. Pour un artisan comme Julien, dont la passion confinait à l'archéologie mécanique, ce N n'était pas un simple contrat. C était une invitation à dialoguer avec le temps, à déchiffrer une énigme posée par un confrère plus de 70 ans auparavant. Une promesse de fierté professionnelle bien plus précieuse que les honoraires convenus. L'appartement de la place des terreaux était un squelette de splendeur passée. Un vaste espace où la poussière des travaux de démolition dansait dans les rares rayons de lumière filtrant à travers les hautes fenêtres. Les moulures du plafond, autrefois immaculées, étaient maculées de plâtre et les parquets nobles gémissaient sous les pas des ouvriers. Au milieu de ce chaos de rénovation, le coffre-fort apparaissait comme un autel d'une religion oubliée. Encastré dans l'épaisseur d'un mur porteur, sa porte d'acier sombre, ornée du logo fichet en laiton terni, semblait observer la scène avec une indifférence séculaire. Julien posa sa main sur le métal froid, ressentant non pas une résistance, mais une histoire en sommeil, une capsule temporelle attendant patiemment son heure pour livrer son contenu, quel qu'il soit. Julien N n'était pas un cambrioleur, mais un confesseur de métal. Il n'utilisait ni la force brute, ni la violence destructrice. Son approche était celle d'un chirurgien, d'un horloger confronté à un mécanisme infiniment complexe. Pendant des heures, il resta agenouillé devant la porte d'acier, ses outils délicats étalés sur un chiffon à ses côtés. Il utilisa un stéthoscope pour écouter les murmures internes de la serrure, chaque rotation millimétrique du cadran produisant une symphonie de clics presque imperceptibles. C était un dialogue silencieux, une joute de patience entre l'artisan du présent et l'ingénieur du passé. Chaque gorge, chaque peine était un vers d'un poème mécanique qu'il devait apprendre par cœur pour en trouver la faille, le mot de passe qui libérerait enfin la porte de sa longue servitude. Les heures égrenaient, transformant la lumière du jour en une pénombre poussiéreuse. Les propriétaires, d'abord curieux, s'étaient lassés, laissant Julien seul avec son adversaire silencieux. La concentration de l'artisan était totale. Son monde réduit à la surface circulaire du cadran et aux vibrations qu'il sentait au bout de ses doigts. Puis, soudain, un son différent des autres. Un clic sec, presque chirurgical, plus profond, qui résonna dans le silence de la pièce. C était le dernier verrou qui cédait. Avec une lenteur infinie, Julien tourna la poignée en étoile. Les pênes massifs se rétractèrent dans un grincement rauque, le son d'os que l'on remet en place après des décennies d'immobilité. La lourde porte d'acier pivota sur ses gonds, libérant le soupir d'un géant endormi et une bouffée d'air confiné. L'odeur fut la première chose qui le frappa. Un mélange de papier vieilli, de poussière sèche et d'une subtile fragrance de cuir. À l'intérieur du coffre, la lueur de sa lampe torche ne révéla ni or ni bijoux scintillants. À la place, des liasses de billets de banque, soigneusement empilés et ceintes de bandelettes en papier. Des francs de l'immédiat après-guerre, une fortune pour l'époque. Le cœur de Julien se serra. Le récit familial, cette légende d'un grand-père qui avait tout perdu, qui s'était reconstruit à partir de rien, avec pour seule richesse sa dignité et la sueur de son front, venait de se fissurer. Cet argent, silencieux et accusateur, racontait une toute autre histoire. Une histoire de richesse cachée, de secrets si lourds qu'il avait fallu l'emprisonner derrière une porte d'acier. Derrière l'argent, la photographie agissait comme un second coup, plus personnel et plus violent encore. Elle était jaunie, les bords légèrement cornés, mais l'image était d'une netteté troublante. L'homme au centre, C, était bien lui, Antoine, son grand-père. Mais ce N n'était pas l'ouvrier modeste des souvenirs de sa grand-mère. Il portait un costume 3 pièces sombre, impeccablement coupé, une chemise blanche au col rigide. Sa posture était droite, son regard dur, presque arrogant, fixé sur l'objectif avec une autorité glaciale. À ses côtés, 3 autres hommes, inconnus,
partageaient la même sévérité dans leurs traits, la même allure de puissance discrète et inquiétante. La scène se déroulait devant une voiture de luxe sombre, une traction avant rutilante, symbole de pouvoir dans une France encore meurtrie par la pénurie. Le dernier objet était le plus intime et, peut-être, le plus effrayant. Un petit carnet de cuir noir, à la couverture usée par le frottement des doigts. Julien le prit avec une précaution quasi religieuse, sentant le grain du cuir sous ses doigts. Il l'ouvrit, découvrant des pages couvertes d'une écriture fine et régulière. Les premières entrées semblaient être une comptabilité banale, presque rassurante. Des listes de chiffres, des noms de fournisseurs, des calculs de marge. C était le journal d'un commerçant, ou peut-être d'un artisan prospère. Pendant un instant, Julien se sentit presque soulagé. Peut-être que son grand-père avait simplement été un homme d'affaires avisé qui, par prudence ou par traumatisme, avait choisi de cacher sa réussite et de vivre une vie simple. Mais cette illusion de normalité allait bientôt se dissiper, car au fil des pages, la calligraphie se tordait. La régularité laissait place à des traits plus nerveux, des mots raturés, des phrases griffonnées à la hâte. La nature des inscriptions changeait radicalement. Ce N était des plus des comptes, mais des pensées fragmentées, des avertissements cryptiques. Des phrases comme « la dette doit être payée » ou « le silence est la seule protection » apparaissaient sans contexte. Et puis, un nom ou un surnom revenait comme un leitmotiv sinistre, parfois encerclé, parfois souligné avec force, le corbeau. Ce mot semblait chargé d'une signification terrible, une signature de peur ou le nom de code d'une menace invisible. Le carnet N n'était pas un livre de comptes. C était le journal d'un homme pris dans un engrenage, un registre de ses angoisses et de ses secrets inavouables. Glissé entre deux pages, comme un marque-page oublié, une coupure de presse jaunie du journal Le Progrès, daté de novembre 1945, ajoutait une nouvelle couche de mystère. L'article, court et laconique, traitait sans donner de nom des fortunes évanouies dans la tourmente de l'épuration. Il y était question de biens changeant de main dans des circonstances troubles, de règlements de comptes discrets sous couvert de justice populaire et de fortunes bâties sur les ruines d'autres. Le journaliste évoquait des ombres qui avaient su profiter du chaos pour s'enrichir, des figures anonymes dont le passé serait à jamais scellé par le silence des survivants. L'article ne prouvait rien, mais il plantait un décor, celui d'une ville où la ligne entre victimes et profiteurs était devenue dangereusement floue. Dans le silence de son atelier, tard dans la nuit, les paroles de sa grand-mère résonnaient dans l'esprit de Julien, créant une dissonance insupportable. Il se souvenait des récits émus, des descriptions d'Antoine comme un homme simple, un taiseux qui avait beaucoup souffert, un pilier de droiture qui ne ferait pas de mal à une mouche. Les voisins du vieil immeuble de la Croix-Rousse, ceux qui l'avaient connu, partageaient cette vision. Les rumeurs du quartier avaient de forger une statue de survivant humble et courageux. Mais les rumeurs qui émanaient du coffre-fort, l'argent, la photographie, le carnet, dessinaient le portrait d'un tout autre homme, un individu puissant, riche, lié à des personnages inquiétants et tourmentés par un secret nommé le Corbeau. Lequel de ces deux hommes était le véritable Antoine? Sur elle, établie, sous la lumière crue de la lampe, les trois pièces à conviction formaient un triptyque accusateur. L'argent posait la question des origines, la photographie, celle des fréquentations, le carnet, celle de la conscience, l'image du grand-père, ce mythe fondateur sur lequel Julien avait bâti une partie de son identité, gisait en morceaux. La légende familiale, transmise comme un évangile, n'était peut-être qu'une fiction soigneusement élaborée pour masquer une réalité inavouable. Qui était vraiment Antoine? Un héros discret qui avait caché sa fortune pour se protéger, ou un homme dont la richesse provenait des heures les plus sombres de l'histoire de Lyon? Le silence de son aïeul était-il le sceau de la prudence ou celui de la culpabilité? La première phase de stupeur passée, Julien comprit que les objets disposés sur son établi étaient pas de simples reliques, mais les pièces d'un puzzle macabre.
Il ne pouvait plus les contempler avec la distance d'un simple curieux. Il était désormais l'unique dépositaire d'un secret qui menaçait de corroder les fondations de sa propre existence. Son atelier, autrefois un sanctuaire de mécanique et de logique, se mua en une salle d'interrogatoire silencieuse. Chaque outil, chaque recoin familier semblait le presser d'agir, de transformer sa douleur en une quête méthodique. Il décida d'aborder ce mystère comme il le ferait pour une serrure inviolable, en examinant chaque composant, chaque indice, aussi infime soit-il, pour en déceler la faille, le mécanisme caché qui libérerait enfin la vérité, aussi terrible pût-elle être. Cette investigation ne serait pas professionnelle, mais viscérale. Une plongée en apnée dans les eaux troubles de sa propre généalogie. Sa première démarche fut de se consacrer entièrement au carnet de cuir noir. Assis sous la lumière crue de sa lampe, il transcrivit méticuleusement chaque mot, chaque chiffre, espérant qu'un ordre logique émergerait du chaos des notes. Les premières pages, avec leur comptabilité rigoureuse, lui offrirent une fausse lueur d'espoir, le portrait d'un commerçant prospère. Mais rapidement, l'écriture se dégradait en une graphie nerveuse, presque illisible. Les phrases cryptiques « la dette doit être payée », le silence et la seule protection revenaient comme des leitmotivs angoissants. Le surnom « le corbeau » était griffonné partout, parfois avec une rage contenue, parfois avec une sorte de résignation craintive. Ce N n'était pas le journal d'un homme d'affaires, mais celui d'un homme pris au piège, hanté par une menace invisible dont le nom seul suffisait à faire trembler sa plume. Abandonnant pour un temps le carnet, Julien se tourna vers la photographie, elle élément le plus tangible et le plus accusateur. Il la numérisa avec une haute résolution, zoomant sur chaque détail avec une précision d'horloger. Le visage de son grand-père, dur et méconnaissable, le fixait. Mais étaient les autres hommes qui l'obsédaient. Qui étaient-ils? Des associés? Des complices? Des maîtres? Il passa des nuits entières sur des forums d'historiens amateurs et des bases de données consacrées à la période de l'occupation à Lyon, comparant les visages, cherchant une correspondance. Il se sentait comme un archéologue déterrant les ossements d'une civilisation honteuse. La technologie moderne devenait sa seule alliée pour forcer les serrures du passé. Un passé que tous les protagonistes avaient manifestement voulu sceller à jamais dans l'oubli. La persévérance finit par payer, d'une manière qui le glaça jusqu'à la moelle. Un logiciel de reconnaissance faciale, croisé avec les archives en ligne du journal, Le Progrès, identifia l'un des hommes se tenant aux côtés d'Antoine. Son nom était Paul Maret, une figure notoire du marché noir lyonnais et un membre actif de la milice française, connu pour sa brutalité et son zèle collaborationniste. Maret avait été jugé et fusillé à la Libération pour ses crimes, notamment pour avoir participé à la spoliation de familles juives. La découverte fut un coup de poignard. Son grand-père, l'icône de droiture, posait familièrement aux côtés d'un monstre. La nature de leur relation ne laissait que peu de place au doute. L'argent du coffre-fort prenait soudain une odeur de soufre et de sang. Bouleversé, Julien comprit que le lieu même de la découverte était une pièce maîtresse de l'énigme. Qui habitait cet appartement de la place des Terreaux avant et pendant la guerre? Une visite aux archives départementales du Rhône, dans le silence feutré des salles de lecture, lui apporta la réponse. Après des heures à éplucher les registres de propriété et les listes de recensement, il trouva ce qu'il cherchait. L'appartement avait appartenu à la famille Baumann, des tailleurs juifs renommés. Le document suivant, froid et administratif, était leur acte de décès présumé. Daté de LCT 1944, après leur déportation vers Auschwitz. Le coffre-fort N n'était pas celui d'Antoine. C était celui des Baumann. La fortune qu'il contenait était le dernier vestige matériel d'une famille anéantie, un trésor scellé juste avant leur départ pour l'enfer. De retour dans son atelier, l'épreuve S étalait devant lui, formant une mosaïque de l'horreur. L'argent des Baumann, la photographie d'Antoine avec le milicien Paul Maret, le carnet mentionnant une dette et un mystérieux corbeau. Les pièces s'assemblaient pour former un récit d'une abjection sans nom.
Son grand-père aurait profité de la déportation d'une famille pour s'emparer de leurs biens, protégés par ses relations au sein de la collaboration. La légende familiale N n'était pas seulement un mensonge. C était une imposture monstrueuse, une chape de silence posée sur un crime. Julien se sentit souillé, complice malgré lui d'une histoire qu'il venait seulement de découvrir. Le poids de la honte était si lourd qu'il eut l'envie de tout brûler, de refermer ce tombeau et de prétendre n'avoir jamais rien trouvé. Incapable de porter ce fardeau seul, il chercha une forme d'absolution, ou du moins de compréhension. Il se rendit à l'église Saint-Polycarpe, sur les pentes de la Croix-Rousse, un lieu dont les murs avaient été les témoins silencieux de l'histoire du quartier. Il y rencontra le père Michel, un prêtre âgé dont la mémoire était une archive vivante de la colline. Sans révéler l'identité de son grand-père, Julien lui parla d'une découverte troublante, liée à la période de l'aile épuration, d'une fortune aux origines douteuses. Il posa des questions sur la collaboration, sur la manière dont la ville avait géré ses fantômes, sur la facilité avec laquelle les réputations pouvaient être forgées ou détruites dans le chaos de l'après-guerre, espérant trouver dans les paroles du vieil homme une nuance, une échappatoire à la conclusion terrible qui s'imposait à lui. Le père Michel, le regard perdu dans le vague, lui offrit une réponse qui n'apaisa en rien son tourment. Il lui parla de la zone grise, de ces années où les frontières entre le bien et le mal étaient devenues poreuses. Il évoqua des hommes qui avaient dû faire des choix impossibles pour survivre, des héros qui avaient agi dans l'ombre, et des salauds qui étaient parés des habits de la vertu à la libération. Lyon était la capitale de la résistance, mais aussi celle de la Gestapo, mon fils, murmura-t-il. Ici, chaque pierre pourrait raconter une histoire de courage et une histoire de trahison. La vérité de cette époque n'est jamais simple. Elle est souvent enterrée avec ceux qui l'ont vécue, car certains silences sont la seule manière de permettre aux vivants de continuer à vivre. Ces mots, loin de le consoler, firent naître en Julien une nouvelle angoisse. Et si la vérité était encore plus complexe? Poussé par une intuition morbide, il retourna à son atelier et se saisit à nouveau de la photographie. Il l'avait examinée des dizaines de fois, mais toujours en se concentrant sur les visages. Cette fois, il utilisa sa loupe de précision, l'outil qu'il réservait aux mécanismes les plus délicats, et il balaya l'image centimètre par centimètre, scrutant les vêtements, les arrière-plans, le moindre détail qui aurait pu lui échapper. Son cœur battait à tout rompre. Il cherchait sans savoir quoi, guidé par la seule certitude que le diable, comme on le dit, se cache dans les détails. Son souffle se condensa sur la lentille, tandis qu'il s'attardait sur le costume impeccable de son grand-père. Et c'est là qu'il le vit. Un détail minuscule, presque invisible à l'œil nu, accroché au revers de la veste d'Antoine. Ce N n'était pas une fleur à la boutonnière, ni un simple bijou. C était un insigne métallique, un gamma stylisé, sombre et menaçant. Une recherche rapide sur Internet confirma sa pire crainte. C était l'emblème de la milice française, l'organisation collaborationniste la plus zélée, supplétive de la Gestapo, responsable d'innombrables arrestations, une torture et exécution de résistants et de juifs. L'image du grand-père, déjà fissurée, vola en éclats. Il n'était pas seulement un profiteur de guerre frayant avec la pègre collaborationniste. Il était l'un des leurs. Il portait leur signe. La question N était plus de savoir s'il était coupable, mais jusqu'où S étendait sa trahison. La révélation la plus dévastatrice restait cependant à venir, cachée dans les pages du carnet qu'il croyait avoir entièrement déchiffré. En le manipulant, fébrile, il sentit une épaisseur anormale entre deux feuillets collés par l'humidité. Avec la délicatesse d'un démineur, il les sépara, découvrant une page secrète, une liste de noms manuscrites. Il reconnut immédiatement le premier, Baumann. Les autres noms lui étaient inconnus, mais une recherche croisée avec les archives de la déportation de Lyon lui apporta une certitude terrifiante. Chaque nom sur cette liste correspondait à une famille juive spoliée et déportée durant les derniers mois de l'occupation.
Le carnet N n'était pas un journal intime, C était un registre de chasse. Et le nom de son grand-père était celui du prédateur. Comment un homme peut-il construire une vie de droiture sur les cendres de tant de vies anéanties? Absolument. Voici le texte pour le bloc narratif demandé, en respectant scrupuleusement les directives de langue, de structure et de contenu. Dugejur. Acte 6. Première virade narrative. La révélation du compartiment secret. La certitude était une blessure ouverte, une gangrène qui rongeait l'âme de Julien. Les preuves accumulées sur son établi ne formaient plus une énigme, mais un verdict. Son grand-père, Antoine, n'était pas seulement un profiteur de guerre, mais un membre actif de la milice, un rouage zélé dans la machine de spoliation et de déportation. Le mythe familial avait volé en éclats, laissant place à une réalité monstrueuse. Anéanti, Julien passa des heures prostré dans son atelier, contemplant les reliques de la trahison. Une pulsion de destruction s'empara de lui. Il devait tout brûler, l'argent, le carnet, la photographie, pour anéantir ce passé maudit et refermer ce tombeau à jamais. Il ne voulait pas être le gardien de cet héritage de honte. Il voulait l'oubli. Un retour à l'ignorance apaisante qui avait précédé l'ouverture de ce coffre maudit. Le silence de son grand-père N était plus un mystère, C était le sceau de la culpabilité. Pourtant, même dans son désespoir, l'artisan en lui refusa de céder au chaos. Avant de tout détruire, une dernière impulsion, presque un réflexe professionnel, le poussa à examiner le coffre-fort lui-même une ultime fois. Il devait s'assurer qu'il n'avait rien laissé derrière, et que le secret serait entièrement purgé. En passant la main sur la paroi intérieure du caisson d'acier, ses doigts, habitués à déceler les plus infimes imperfections du métal, perçurent une anomalie, une ligne de jonction presque invisible, une légère différence de résonance lorsqu'il tapota la plaque du fond. C était un détail que seul un expert pouvait remarquer. Une signature d'artisan dissimulée dans la masse. Une curiosité morbide, plus forte que son dégoût, le saisit. Et si le coffre lui-même avait un dernier secret à livrer, une ultime couche de mensonge à dévoiler? Cette intuition ralluma en lui une flamme fiévreuse. Il se saisit de ses outils les plus fins, non plus pour percer un mystère, mais pour procéder à une autopsie du métal. Avec une précision chirurgicale, il sonda la plaque du fond, cherchant un mécanisme de libération caché. Après de longues minutes d'une tension extrême, il trouva un minuscule ergot dissimulé dans un angle. Une pression, un clic sec et métallique, et la plaque pivota sur un axe invisible, révélant une cavité peu profonde, un compartiment secret aménagé avec un soin méticuleux. C était une cache dans la cache, une précaution qui frisait la paranoïa. Quelqu'un avait voulu qu'un secret soit protégé non seulement des curieux, mais aussi de celui qui parviendrait à forcer la première porte. Le cœur de Julien battait à tout rompre. Ce qui se trouvait là était sans doute le cœur des ténèbres, le noyau de la vérité sur Antoine. À l'intérieur de ce compartiment secret reposait une petite enveloppe de toile cirée, soigneusement pliée pour la protéger de l'humidité et du temps. Elle était étonnamment lourde pour sa taille. Les mains de Julien tremblaient si fort qu'il peina à la saisir. Il la posa sur son établi, à côté des autres pièces à conviction, comme un dernier accusé venant rejoindre le banc des infâmes. Avec une lenteur infinie, il défit le rabat. 2 objets glissèrent sur le bois usé dans un cliquetis sinistre. Le premier était une décoration militaire en métal noir, à la forme tristement célèbre, une croix de fer allemande. Le second était une lettre pliée en 4, rédigée sur un papier officiel jauni par le temps. Le doute N était plus permis. Ces objets N n'étaient pas les vestiges d'une victime. C était étrophée d'un bourreau, la preuve ultime et irréfutable de la collaboration de son grand-père. Julien ne comprenait pas l'allemand, mais il n'en avait pas besoin. L'entête de la lettre était sans équivoque. L'aigle impérial surplombant la croix gammée ne laissait aucune place à l'interprétation. C était un document officiel du Troisième Reich, émanant des bureaux de la Gestapo de Lyon.
La signature en bas de page, tracée d'une encre noire autoritaire, appartenait probablement à un officier de haut rang. La croix de fer et cette lettre de recommandation signée par l'ennemi formaient un diptyque accablant. L'image de son grand-père, déjà souillée, était maintenant annihilée. Il n'était pas un simple milicien, un opportuniste profitant du chaos. Il était un agent apprécié de l'occupant. Un homme dont les services avaient été jugés suffisamment précieux pour mériter une décoration et la reconnaissance écrite de la police secrète nazie. La vérité était encore plus abjecte qu'il ne l'avait imaginé. Cette révélation opéra la virade narrative finale dans l'esprit de Julien. Chaque souvenir, chaque histoire racontée par sa grand-mère se recodifia instantanément à la lumière de cette nouvelle horreur. Le silence d'Antoine N. n'était pas celui d'un homme traumatisé par la guerre, mais celui, calculé et glacial, d'un coupable qui avait réussi à échapper à l'épuration. Sa modestie affichée N n'était pas de l'humilité, mais une mascarade, le camouflage parfait pour dissimuler un passé de traître. La fortune cachée N était plus seulement le fruit d'une spoliation, mais probablement la récompense de ses services rendus à l'ennemi. Julien se sentit nauséeux. Hélène n'était pas le descendant d'un survivant, mais l'héritier d'un monstre qui avait bâti sa vie respectable sur les cendres de ses victimes et la protection de ses anciens maîtres. Le poids de cet héritage devint une charge physique, une chape de plomb sur ses épaules. Son nom, le nom qu'il portait avec une fierté discrète, était désormais entaché du sang et de la honte. Son atelier, ce refuge de paix et de logique, lui apparut comme une cellule, les murs se resserrant sur lui. Comment pouvait-il continuer à vivre à Lyon, cette ville qui célébrait ses héros de la résistance à chaque coin de rue, en sachant que son propre grand-père avait appartenu à l'autre camp? Chaque plaque commémorative, chaque nom gravé sur un monument aux morts semblait désormais le juger, l'accuser en silence. Il était le dépositaire d'une faute impardonnable, une anomalie vivante dans la mémoire collective de la cité. La solitude qui l'étreignait était absolue, car ce secret était trop lourd pour être partagé. Pourtant, au milieu de cette certitude écrasante, une question absurde, presque insensée, commença à germer dans son esprit dévasté. Pourquoi? Pourquoi conserver ces preuves accablantes? Un homme assez prudent pour construire une nouvelle identité et échapper à la justice n'aurait-il pas dû tout détruire? Pourquoi cacher une croix de fer et une lettre de la Gestapo avec un soin si extrême dans un double fond au lieu de les jeter dans le Rhône? Si C était un trophée, il était impossible à exhiber. Si C était une source de honte, il était suicidaire de le conserver. Ce geste n'avait aucune logique. Pour la première fois depuis l'ouverture du coffre, la certitude de la culpabilité, si totale un instant auparavant, se fissura pour laisser place à une nouvelle énigme, encore plus vertigineuse. Et si l'histoire la plus évidente était, elle aussi, un mensonge? Acte 7. Développement et la seconde virade narrative. La complicité de la cité. L'insigne de la milice. La croix de fer. La lettre de la Gestapo. Chaque pièce sur elle, établie de Julien, était un clou planté dans le cercueil de la mémoire de son grand-père. La honte était devenue une présence physique, une ombre qui souillait les murs de son atelier et empoisonnait l'air qu'il respirait. Il se sentait le descendant d'un monstre, le porteur d'un nom maudit dans une ville qui célébrait ses martyrs à chaque coin de rue. Une rage destructrice monta en lui, l'envie de jeter ses reliques infâmes dans le Rhône, de laisser le fleuve laver cette souillure et de retourner à une ignorance salvatrice. Pourtant, avant de commettre cet acte libérateur, une dernière question, absurde et tenace, le retint. Pourquoi conserver de telles preuves? Un coupable cherchant à se fondre dans la masse n'aurait-il pas tout anéanti? Cette incohérence était la seule chose qui le poussa à faire traduire la lettre allemande, comme pour entendre la sentence de sa propre voix avant de la réduire au silence. Il trouva un vieux professeur d'allemand à la retraite, un homme dont les yeux clairs avaient vu passer bien des histoires. Julien lui présenta le document jauni comme une simple curiosité historique découverte sur un chantier. Le vieil homme chaussa ses lunettes et commença à lire.
le front plissé par la concentration. Son expression passa rapidement de la curiosité professionnelle à une profonde perplexité. La traduction qu'il livra mot à mot, N, n'était pas L, éloge attendu d'un collaborateur zélé. Le texte, froidement administratif, décrivait Antoine comme un intermédiaire fiable et discret. Un contact essentiel pour des transactions de biens complexes. Il n'y avait aucune mention d'acte de bravoure idéologique ou de loyauté au régime. Le ton était celui d'un rapport commercial, pas d'une lettre de recommandation pour un traître. Pour Julien, ces mots furent la première fissure dans le mur de certitude qu'il avait érigé. Le professeur attira ensuite son attention sur un document agrafé à la lettre, un simple reçu que Julien, dans sa précipitation, avait à peine remarqué. Il s'agissait d'un acte d'achat pour un camion de marque Berliet, daté de juillet 1944, pour une somme considérable. Le vieil homme secoua la tête, murmurant que cela n'avait aucun sens. Pourquoi la Gestapo conserverait-elle la trace d'une telle transaction, jointe à une lettre de cette nature? L'incongruité de ce détail matériel, un camion au milieu des décorations militaires et des listes de noms, fit dérailler la logique macabre de Julien. Un profiteur de guerre, un milicien, que pouvait-il bien faire d'un camion? Ce N n'était pas l'outil d'un tortionnaire ni la récompense d'un informateur. L'énigme qu'il croyait résolue venait de renaître de ses cendres, plus complexe et plus obscure que jamais. Guidé par cette nouvelle piste, Julien retourna à ses recherches nocturnes, mais avec de nouveaux mots-clés. Il ne cherchait plus des listes de collaborateurs, mais des histoires de réseaux de évasion, de passage en Suisse, de camions. Après des heures à naviguer sur des sites d'archives numérisés, il tomba sur le témoignage vidéo d'un survivant déposé auprès d'une fondation helvétique. Un vieil homme nommé Simon Lévy y racontait avec une émotion intacte son évasion de Lyon alors qu'il n'était qu'un enfant. Il décrivait un voyage terrifiant, caché avec sa famille à l'arrière d'un camion rempli de meubles, traversant la France occupée. Il évoquait un passeur anonyme, une figure fantomatique que personne n'avait jamais vue, un homme qui jouait un double jeu si parfait qu'il avait gagné la confiance des Allemands. Son nom de code, murmuré comme une prière par les familles qu'il sauvait, était le Corbeau. Le cœur de Julien s'arrêta. Le Corbeau. Le nom griffonné avec angoisse dans le carnet de son grand-père. Le témoignage de Simon Lévy éclairait tout d'une lumière nouvelle et terrible. Le Corbeau était un héros de l'ombre, un homme qui portait le masque du collaborateur pour mieux organiser des convois vers la liberté, pour financer son réseau et ne pas éveiller les soupçons. Il mettait en scène la spoliation des familles qu'il exfiltrait. Elles lui cédaient officiellement leurs biens, un acte qui satisfaisait l'avidité de l'occupant, et cet argent servait à acheter les camions, à payer les pots de vin, à nourrir les fugitifs. L'argent dans le coffre des Baumann n'était pas le butin d'un vol, mais le carburant d'une opération de sauvetage. La croix de fer et la lettre de la Gestapo n'étaient pas des trophées, mais les outils de sa couverture, le prix à payer pour devenir invisible aux yeux de l'ennemi. Cette vérité était infiniment plus lourde à porter que la honte. Antoine N n'était pas un monstre, mais un héros contraint à un sacrifice absolu, celui de sa propre réputation pour l'éternité. Il avait sauvé des vies en acceptant de passer pour un salaud. Le silence de l'après-guerre prenait alors une autre dimension. Dans la fureur de l'épuration, comment expliquer une telle histoire? La justice réclamait des coupables clairs, des récits sans ambiguïté. Révéler son rôle aurait mis en lumière la complicité passive de certains, les zones grises d'une ville qui voulait panser ses plaies en traçant une ligne nette entre le bien et le mal. Peut-être que des autorités, à la Libération, avaient su et choisi de se taire, de laisser ce secret enfoui pour préserver une paix sociale fragile. La faute N était plus seulement celle d'un homme, mais celle d'une cité qui, pour survivre, avait eu besoin de sacrifier ses héros les plus complexes sur l'autel de la simplicité. Acte 8. Épilogue poétique et ambigu. Julien se tient désormais dans l'appartement de la place des terreaux, métamorphosé. Les murs,
autrefois éventrés, sont maintenant recouverts d'un plâtre lisse et immaculé. Le parquet a retrouvé son lustre d'antan, et la lumière du soir qui filtre par les hautes fenêtres ne danse plus sur la poussière, mais sur une surface nette, prête pour une nouvelle vie. Il n'y a plus aucune trace du coffre-fort. Le mur est un linceul de peinture fraîche, une page blanche sur laquelle le passé a été effacé. Pourtant, Julien sent encore sa présence, comme un membre fantôme, une froideur localisée que lui seul peut percevoir. Il a trouvé la vérité. Cette histoire labyrinthique d'un héros contraint de porter le masque du monstre. Mais cette connaissance ne lui a apporté ni la paix, ni la résolution. Elle l'a simplement laissé seul, gardien d'un récit trop lourd pour être partagé et trop complexe pour être jugé face au silence d'une ville qui a déjà oublié. Par la fenêtre ouverte, les sons de Lyon montent jusqu'à lui, mêlés aux carillons lointains des cloches de la basilique de Fourvière. Leurs notes graves et solennelles semblent rythmer les battements de cœur d'une cité millénaire. Une ville qui a survécu à tout en apprenant l'art de la dissimulation. Chaque toit d'ocre, chaque flèche des églises est un dépositaire silencieux de drames et de courage anonymes. Le secret d'Antoine, le corbeau, n'est qu'un fil de plus dans l'immense tapisserie de la mémoire lyonnaise, une histoire de zone grise tissée dans l'ombre des traboules. En posant sa main sur la vitre froide, Julien sent une connexion profonde et douloureuse avec ce paysage. Il comprend que certaines vérités ne sont pas faites pour les archives ou les monuments, mais pour être portées en soi, comme une cicatrice invisible qui rappelle le prix du silence et la complexité de la survie. L'argent est toujours là, une liasse de billets anciens posée sur son établi, à côté de ses outils de serrurier. Ce n'est plus le butin d'un traître ni la récompense d'un héros, mais le vestige matériel d'un sacrifice absolu. Cet argent, qui a permis de financer la fuite de familles entières vers la liberté, est chargé d'une histoire qui le rend impossible à dépenser et sacrilège à détruire. Il est devenu un héritage sans mode d'emploi, un fardeau autant qu'un mémorial. Que faire de cette fortune née de la douleur et de l'abnégation? La restituer est impossible. Les descendants des familles sauvées étant dispersés aux quatre vents, ignorant tout de leur sauveur masqué. La garder serait trahir l'esprit de son sacrifice. L'argent reste là, silencieux, posant la dernière question, la plus insoluble de toutes. Comment honorer une mémoire qui a choisi de s'effacer? La nuit tombe sur la ville, et les lumières s'allument le long des quais de la Saône, traçant des chemins scintillants sur l'eau sombre. Julien ne quitte pas la fenêtre des yeux, son reflet superposé à celui de la cité. Il est le seul à connaître l'identité du corbeau, ce grand-père qui a joué le rôle du diable pour accomplir l'œuvre d'un saint. Il a ouvert la serrure la plus complexe de sa carrière, non pas celle d'un coffre-fort, mais celle de la mémoire elle-même. La vérité a été trouvée, mais la paix, elle, reste une porte obstinément fermée, dont il ne possède pas la clé. L'histoire d'Antoine est terminée, mais celle de Julien, le gardien de son silence, ne fait que commencer. Dans le labyrinthe de Lyon, un secret a simplement changé de geôlier, attendant que le temps ou un autre artisan vienne un jour le libérer à nouveau.